Notre invité, j'ai eu la chance de le rencontrer une première fois il y a même pas 4 ans. Il avait collaboré déjà avec pas mal de rappeurs et il lançait son premier album de pianiste. Et très calmement, il m'avait dit qu'il voulait devenir le Piano King. Ça sonnait même pas prétentieux, c'était limite humble en mode j'ai un plan, je vais travailler et je vais atteindre mes ambitions. Et là, on est donc même pas 4 ans plus tard. Et j'ai l'impression qu'il vit une vie encore plus folle que ce qu'il imaginait au départ. Donc ça me fait très plaisir de le recevoir. Notre invité aujourd'hui, c'est Sofiane Pamart. Comment vas-tu ? Hello à tous, déjà, c'est même pas un tapis rouge que vous m'avez mis. Je sais pas ce que c'est, mais je me sens tellement à l'aise. Je suis rentré dans un carrosse avec plein d'effets, de la pyrotechnie pour arriver à Move. Franchement, merci beaucoup pour cette intro. Avec grand plaisir. On est vraiment très content de te recevoir, c'est sincère. Tes 2 premiers albums de piano pur, sans feat, sont disques d'or. Tu fais des concerts partout dans le monde. Premier pianiste à faire Bercy devant 20 000 personnes. Je sais que tu avais plein d'ambitions, mais est-ce que tu pensais que ce succès-là arriverait si vite, si intensément ? Peut-être pas si vite, je savais que ça allait arriver, mais peut-être pas si vite. Et en fait, en vérité, l'ambition, c'est quelque chose qui se matérialise pas forcément par des datas, par des échéances vraiment précises. Ça veut dire que tout ça, j'ai visualisé l'ambition, j'ai visualisé des rêves de roi du piano, mais en fait ça reste abstrait, c'est pas très concret, donc tout le reste c'est de la surprise, tout le reste c'est ce qui arrive sur mon chemin. Peu importe comment je m'y prends, j'y arriverai, c'est juste ça que je me suis fixé comme objectif. Mais par contre, bien sûr que je pouvais pas deviner que ça allait prendre aussi vite, que j'allais faire Bercy en 1 an et demi seulement de tournée, que j'allais me retrouver à prendre à ce que je parcours le monde aussi pour jouer partout un peu mes morceaux. Vraiment c'est quelque chose de très 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 singulier que je pouvais pas prévoir, et donc maintenant je suis en plein charbon, mais aussi en plein rêve éveillé. Mais alors, moi j'aimerais bien savoir humainement comment tu gères le fait d'arriver vite comme ça à la vie que tu avais visualisée un peu. Qu'est-ce que ça fait ? Comment tu restes solide mentalement pour gérer ça ? Alors déjà, moi, j'étais archi prêt. J'ai tellement attendu que j'étais archi prêt. J'ai tellement visualisé cette vie-là que, en fait, maintenant qu'elle arrive, j'ai l'impression que c'est ça l'état normal. Mais en même temps, j'ai le vertige, j'ai toujours peur que ça s'arrête. Je me dis, il faut toujours que je redouble mes efforts, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Tellement j'ai vécu plus d'années à galérer que d'années de grande vie, de vie de star. C'est quelque chose qui est très nouveau quand même pour moi. Par contre, là, je suis confronté à une autre dynamique, c'est plus... je suis en train de changer la vie de mes proches, de la vie des gens qui comptent pour moi, et je me rends compte qu'en fait c'est pas juste avoir l'argent pour tout régler, c'est aussi il y a quelque chose de très psychologique, il y a du temps, il y a des étapes en fait que j'ai moi-même parcouru, que je dois faire parcourir aux gens qui comptent pour moi. Des réflexes en fait, des choses qu'il faut changer, tu vois, la mentalité très 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 économe, la mentalité de serrer la ceinture H24, et bien en fait même quand tout change, et ben je sais pas, on a encore ces réflexes là, on a encore des réflexes de vie très modeste en fait, et ça je suis en train de les casser en disant par exemple à mes parents, vous avez le droit à ça maintenant, c'est bon, vous êtes assez sacrifiés, acceptez ça. Et en fait à chaque fois ils veulent continuer à se priver, ils ont tellement les réflexes, mais c'est ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est ça ma préoccupation, c'est de m'occuper de mes proches. C'est le plus dur à changer, ça. Ouais, tu vois, c'est ancré. Les ancrages. Exactement. Le déterminisme social qu'on t'a imposé, exactement. Il y a une formule, je crois, que tu avais employée dans une interview qui est de toi. Tu disais, mon grand-père travaillait dans les mines de charbon. Moi, je pose mes mains sur le piano pour en faire des disques d'or. Et effectivement, pour après retranscrire ça pour tes aînés, tu vois, c'est un vrai taf. Non, mais c'est vrai, mais tu vois, moi c'est ce qui donne du sens à ce que je fais. C'est que si le fait qu'aujourd'hui tout soit complètement fou autour de moi, autour de mon piano, moi je le vois aussi comme une revanche au destin qui était complètement silencieux donc j'ai pris la figure de mon grand-père pour représenter en fait la classe ouvrière de manière beaucoup plus générale, et les métiers qui sont très difficiles et que personne ne peut choisir. Ces métiers-là ne sont pas des métiers de choix, c'est des métiers que tu fais par amour pour d'autres personnes, pour ta famille, pour des gens qui comptent pour toi et pour survivre aussi. Elena, tu avais une question. Ouais, tu as parlé de notoriété à l'international parce que tu as un auditoire à l'international. Comment tu as gagné à la base cet auditoire-là, justement ? Alors, il y a une vidéo qui m'a beaucoup aidé. C'est la vidéo que j'ai faite sous les aurores boréales, quand j'ai performé 1 heure sous les aurores boréales en Finlande avec Cercle. Donc, c'est une vidéo qui n'a... comme la plupart de la musique, mais il n'y a pas de parole. C'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde, peu importe la culture. Et c'est un phénomène naturel. Et donc le fait d'associer un phénomène naturel avec ma musique, ça a vraiment eu un impact fort. Ça m'a ouvert pas mal les portes du monde.
Et puis l'ADN de base, le piano, il n'y a pas de parole, donc du coup peu importe la langue que tu parles, tu peux l'écouter, tu peux ressentir de grandes émotions. On reviendra justement là-dessus sur ta volonté de faire de la musique populaire avec le piano. C'est notamment le cas dans l'album que tu viens présenter aujourd'hui, on va revenir là-dessus. Mais je voulais reparler de ces 4 dernières années aussi. Quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier dans ces 4 dernières années ? On en a cité plusieurs déjà, Bercy, les disques d'or, les aurores boréales et le fait de, après avoir changé ma vie, pouvoir changer la vie de ceux qui comptent pour moi. Ok. Le Bercy, c'est assez fou parce que pour ceux qui ne savent pas, je crois qu'il y a 1 an entre ton premier concert solo et le fait que tu fasses Bercy. Ouais, c'est exactement. T'imagines, la première fois que je mets mes pieds sur scène en mon nom en fait, eh bien j'appréhendais de malade. En plus moi j'arrive sur scène, j'ai une proposition claire, c'est je veux pas parler sur scène, je veux juste que mes émotions elles passent uniquement par mon piano. Et donc mais en fait en vérité à l'intérieur, tant que je me le suis pas prouvé, je me dis mais attends, est-ce que je suis pas en train d'avoir un pari complètement fou? Les gens ils vont se dire mais c'est qui ce mec, pourquoi il est prétentieux, pourquoi il parle pas, etc. Alors qu'en fait moi mon intention elle est artistique. Et j'arrive, premier concert, en plus j'ai eu la chance, c'était au Montreux Jazz Festival, ça se passe, c'est un carton, ça se passe super bien. Et là tout va super vite et on me propose Bercy. Et donc je me suis retrouvé dans cette spirale où j'ai même pas eu le temps de réaliser, je me suis juste concentré et je me retrouve à remplir cette salle et être le premier pianiste de l'histoire à la remplir, à y jouer et à la remplir. Et donc ça c'est bien sûr qu'on peut pas le prévoir. Il y a des choses de toute façon faut pas trop réfléchir, faut foncer et après réfléchir. Et ce Bercy humainement, que ce soit les heures avant, sur le moment et même un peu après, comment tu l'as vraiment ressenti toi à ton échelle? Ah mais ça tu vois, c'est comme si tu parlais de mon mariage. Tu parles du plus beau jour de ma vie. Tu parles d'un jour où toute mon équipe, tout le monde pleurait, tout le monde était ému. Et en fait, à chaque fois que j'en parle, à chaque fois que j'y pense, mais ça me fait vibrer, c'est une folie. Et donc en fait, chaque moment, je me suis dit avec mon manager, avec Guillaume, donc c'est avec lui vraiment qu'on tient à deux en double capitaine de notre navire, eh bien je me suis dit, il faut qu'on savoure. Il faut que chaque moment là, c'est des moments uniques qui vont disparaître. C'est tellement spécial ce qu'on est en train de faire, ça ne se reproduira plus. Et donc en fait, j'ai réussi à savourer ça. Après, il y a eu des petits bugs qui me sont arrivés après. Genre par exemple, petite anecdote, c'est je fais Bercy, j'arrive à ne pas stresser, je suis concentré. Et en fait, il y avait tellement de gens qui comptaient pour moi, qui stressaient. Je me suis dit, moi, je dois être rassurant. Et le jour d'après, la nuit d'après, je me réveille en sursaut et je suis persuadé que je peux encore monter sur scène. Je me réveille en sursaut et en fait j'ai encore l'adrénaline de et on me ment et je sors de ma suite et je suis en train d'être sûr qu'en fait tout le monde me ment et tout le monde me dit c'est pas vrai. En fait j'ai l'impression qu'on me ment, qu'on veut m'empêcher de jouer. Mais c'est pour dire qu'en fait c'est fou comment le cerveau humain il est construit. C'est qu'on se concentre sur un accomplissement qui est à un moment donné un peu surhumain et en fait il faut être au-dessus de ses vraies capacités. Et après on se rend compte qu'en fait le corps quand même il encaisse ces moments-là. C'est fou. Et t'as brûlé un piano sur scène. Et j'ai brûlé un piano devant tout ces 20 000 personnes. J'ai mis le feu à mon piano, c'était incroyable ce moment-là. En fait la symbolique de ça c'est je voulais faire table rase à quelque chose qui était dans ma vie avant, jusque maintenant, et je voulais que ensemble, avec ce public-là, j'ouvre un nouveau cycle. Et symboliquement, il fallait que ça passe par un acte de feu comme ça. Et en plus de ça, je voulais aussi montrer, même par provocation, à ceux qui m'ont pas permis de m'ouvrir les portes au moment où j'en avais besoin, de dire, en fait, il y a rien qui va m'arrêter. S'il faut brûler mon piano, je vais le brûler. Regardez, je le brûle aux yeux du monde. C'est quelque chose qui me fait pas peur. C'est que j'ai zéro limite pour pouvoir atteindre mes ambitions. Et donc c'était un acte vraiment très 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 puissant et j'ai encore la sensation des flammes là. Les images étaient impressionnantes en plus parce que c'est ça, comme pour les aurores boréales, t'associes vachement bien ton art, ta musique avec de l'imagerie qui reste dans les esprits quoi. Oui en fait je trouve que ma mission d'artiste c'est aussi de proposer un art global, un art total, une expérience autour de la musique. La musique c'est le vecteur principal, mais ce qu'on regarde c'est important, ce qui est raconté c'est important, les expériences dans lesquelles je mets le public c'est important, tout ça en fait j'essaie de penser au maximum à ces choses-là parce qu'en fait j'ai l'impression que ma mission en fait c'est de créer des expériences émotionnelles très 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 intenses qui sortent du quotidien, qui sont un refuge par rapport à un quotidien qui est très difficile, qui peut être dramatique. Au moins l'art est accessible à tous. C'est un moment donné où c'est comme par exemple un film. Tu le regardes, peu importe ta condition, tu es en mesure de pouvoir regarder un film, même si c'est sur un petit téléphone, même si c'est sur un petit iPad, peu importe sur quoi, tu regardes le film et tu te sauves de ta réalité. Donc, et ça, je trouve que c'est une mission que je me suis donnée parce que je me suis dit, je pense pouvoir être bon là-dedans, je pense pouvoir tirer les gens de leur quotidien et leur aider à affronter un quotidien qui peut être difficile ou qui peut être très agréable, c'est peu importe. Mais c'est de l'évasion quoi qu'il en soit. Exactement, voilà. Okay.
Tu as fait pas mal de scènes internationales aussi. Quels sont les lieux qui t'ont le plus marqué, dans lesquels tu as pu jouer ? Alors là, en ce moment, les dates que je fais aux États-Unis, elles me chauffent pas mal parce qu'elles sont assez atypiques, elles sont assez singulières. Là, je viens d'annoncer une tournée de 19 dates aux États-Unis. J'ai trop hâte de la faire parce que j'ai été 2 fois. J'ai fait 2 fois les tournées. Donc j'ai New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago. C'est des villes, tout ça, c'est des villes que je voyais dans les séries, que je voyais dans les films, et je me disais, et aujourd'hui j'y suis accueilli pour jouer de mon art. Ça me fait beaucoup d'effet. Donc il y a les villes américaines, il n'y a rien à dire, ça m'a vraiment impacté. Et là, cette année, le fait de tourner en Amérique latine, c'était vraiment quelque chose où j'ai l'impression qu'en plus on n'est pas énormément d'artistes européens à s'exporter là-bas. Et en fait, ils ont des théâtres magnifiques. Et encore une fois, je me rends compte que, encore avec un autre rapport à l'art, avec une autre culture encore, je me rends compte que le piano est encore un instrument qui peut rassembler du monde. Et donc, en ce moment, je suis en kiff quand même pas mal sur cette région du monde. Ouais. Ok. Après avoir fait tout ça, tu vas retourner à l'Olympia, 5 soirs de suite là. Exactement. Semaine prochaine, du 22 au 26 octobre. Et c'est même pas la semaine prochaine, c'est dimanche. Ça commence ah oui, dimanche. c'est vrai. Je suis décalée de fou. D'un jour. Comment tu prépares ce genre de run là, 5 dates d'affilée? Comment ça se prépare? Alors, déjà, en fait, je suis en train de me dire, j'ai pas trop le temps de préparer ce run-là tellement le programme il est chargé un peu tous les jours. Okay. Et donc en fait, moi la meilleure manière de faire, c'est que bien sûr, j'ai créé mes shows, je me suis entraîné avec mon équipe, on est très solidaires. C'est déjà tous ces événements sont très collectifs. Même si moi ma performance à l'Olympia, ça va vraiment être une performance de pianiste soliste. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai envie de maintenir, c'est que réinventer le récital de piano solo, mais quand même ça reste un récital de piano solo. J'arrive sur scène, il y a un beau jeu de lumière, il y a une narration que je vais rajouter parce que ça aide à plonger dans le voyage introspectif. Mais par contre, je ne joue qu'au piano et ça, c'est vraiment ce qui va se passer à l'Olympia. Mais en attendant, c'est dimanche, mais moi, j'ai une montagne de choses qui m'attendent d'ici dimanche. Et donc ça m'aide beaucoup. Et donc, petit à petit, maintenant, je ne stresse plus pour ça aussi parce qu'en fait, il y a trop d'urgences plus importantes que l'Olympia de dimanche. Mais j'ai hâte d'y être quand même. Ça va être fou. Ça va être complètement fou. Si tu avais moyen illimité là, comme ça, pour faire le concert de tes rêves dans un lieu unique, est-ce que tu as un rêve comme ça? J'ai goûté à Bercy. Ouais. Je me suis fait piquer par Bercy. J'ai envie de faire le Madison Square Garden. Bien sûr que oui. Magnifique. Avec une chasuble Sofiane Pamart qui monte dans le ciel comme ça, comme Jay-Z. Là, je sais pas ce que je ferai à ce moment-là, mais j'ai encore du charbon. Là. On te le souhaite en tout cas. Merci. Sofiane, le premier album, Planète, s'inspirait des lieux. Le deuxième, Letter, de ton public, des gens. Là, j'ai l'impression que l'inspiration, c'est les sentiments, les émotions, donc un peu plus toi-même quelque part. Ouais, en fait, j'ai capté que je pouvais me livrer en gardant mes secrets. Je pouvais aller super loin dans mes confidences, mais ça reste du piano, tu pourras jamais vraiment savoir exactement ce que j'ai dit dedans, donc je peux garder ma zone d'intimité, je peux garder mon mystère. Ouais. Et il m'a fallu un troisième album pour le comprendre. et donc, dans ce troisième album, vraiment, je me suis plongé dans des réflexions parfois très mélancoliques, très dans le spleen, parfois d'espoir, de rêveur, vraiment des choses qui définissent vraiment ce que je suis le plus à l'intérieur. Et je me suis dit qu'en fait je pouvais vraiment encore enlever une carapace. Et je pense que après en vérité je pense que c'est un cheminement assez naturel d'artiste tu oses petit à petit, parce que mon identité d'artiste elle s'est affirmée, j'ose plus enlever certaines carapaces et être encore plus dans l'intimité et dans la confidence. Et d'ailleurs je sais pas si c'est lié ou pas, mais en tout cas symboliquement sur la cover on te voit davantage que sur les précédentes. Exactement, ben voilà, t'as capté. En fait c'est la première fois où je mets pas tu vois, au départ il y avait le chèche qui me recouvrait vraiment tout le visage. Le deuxième c'était une représentation métallique de mon visage, et là cette fois-ci vraiment j'ai même pas mes lunettes, donc j'ai mes grilles, j'ai un peu de make-up, j'ai fait un truc un peu artistique, mais là je me révèle beaucoup plus. J'aurais jamais osé faire ça au premier album, et aujourd'hui je suis tellement fier de pouvoir proposer une pochette d'album comme ça pour un album de piano. Oui, c'est presque une pochette de rappeur new-yorkais là. Voilà, exactement. Mais voilà, les refs elles sont vraiment là-dedans, tu vois. Et d'ailleurs je l'ai fait avec une photographe de là-bas. Ouais. On a son nom ou... Marion Grand. Bah, big up à elle parce que la cover est très très belle. Alors dans le rap, on sait un peu maintenant comment ça se construit un album. Voilà, les auditeurs ont un peu quelques référentiels. Mais comment on construit, la question est naïve un peu, mais comment on construit un album juste de piano? C'est quoi le processus? Déjà, comment on construit un album tout court quand même, c'est assez proche. C'est déjà, moi j'aime bien les albums avec une thématique générale, avec une obsession artistique.
Là, mon obsession, c'est la nuit. Et donc, je me dis que l'univers de la nuit, c'est comment je le raconte. Donc, ça peut être en observant les éléments de la nuit. J'ai un son qui s'appelle Luna, un son qui s'appelle Estrella, comme les étoiles, un son qui s'appelle Sueño, comme le rêve. Et donc, ça, c'est des moteurs. C'est de dire comment je décris la nuit, comment je décris ces éléments-là. Ensuite, ça peut être juste la nuit, c'est quoi ? Quelles sont les émotions qui sont exacerbées à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on entend à ce moment-là où tout le monde dort et où enfin on arrive à être plus à l'écoute de nos vraies réflexions. Pourquoi la nuit on a des choses qui ressortent pas le jour ? Pourquoi à ce moment-là en fait on est plus affecté par des sujets de nostalgie, par des sujets de romance. Il y a des choses qui nous affectent beaucoup plus la nuit et on arrive beaucoup moins à avoir de recul dessus qu'en pleine journée où en fait on va être plus pris par le flot des actions de la journée. Et donc ça pour moi, avoir un grand thème, ça décline les réflexions et ça décline les inspirations musicales. Et après, sinon, il y a aussi beaucoup de spontanéité et d'accidents. Et donc, j'essaie de créer les accidents. J'essaie de créer les accidents qui sont intéressants parce qu'en fait, je suis en plein voyage et que j'ai rencontré quelqu'un qui a une histoire de malade à me raconter. Et en fait, cette histoire-là, je me dis comment je vais la transformer en musique. Mais si jamais j'avais pas voyagé, j'avais pas été jusqu'à cette personne-là, jamais ce thème ne serait arrivé. Ouais. Et donc, mais ça, c'est à la fois quelque chose que je vais chercher et en même temps j'attends que ce moment-là complètement hasardeux il me tombe dessus. Et quand tu crées comme ça, quand tu as une inspiration d'un moment hasardeux qui provoque quelque chose, est-ce que tu reviens beaucoup sur la composition ou est-ce que c'est un jet ? Non, c'est toujours un jet. Pour moi, à chaque fois, mon inspiration, c'est la durée de ma vie plus le durée du morceau. La durée du morceau, c'est le moment où en fait je vais au piano et à ce moment-là, il est nickel, je l'aime énormément comme ça, je me suis enregistré et après je l'apprends par cœur. Okay. Mais ce que je recherche, c'est ces moments d'inspiration, c'est ces moments où en fait ça arrive d'un coup et il faut surtout pas que je loupe. C'est pour ça que je suis une galère, c'est que dans toutes mes chambres d'hôtel, je demande des putains de pianos parce qu'en fait si j'ai pas ces pianos-là, et ben je peux pas capter l'inspiration au moment où elle arrive. C'est ça en fait, c'est naïf aussi, mais tu ne fonctionnes qu'à l'oreille. À aucun moment tu vas écrire une partition ou un truc comme ça. Mes partitions, je les fais écrire ensuite, je me fais aider pour les écrire parce que c'est un art qui est très lent. Je les corrige, je les revois parce que je m'y implique énormément. C'est des recueils qui me tiennent vraiment beaucoup à cœur. Et pareil, c'est aussi quelque chose que j'ai voulu réinventer, la manière de faire ces objets-là. J'ai voulu les faire dans la tradition, mais avec une approche très esthétique. Mais par contre, en vérité, tout ça, ça se fait à l'oreille. Ces gens-là sont brillants pour pouvoir retranscrire ce que je fais dans mes improvisations. Et après, moi, je relis, je corrige, j'ai mis ma patte, je rajoute des intentions. Voilà. C'est fou. C'est impressionnant. Tu as toujours eu la volonté de proposer des mélodies accessibles, grand public. Mais toi, tu es un expert, tu es un spécialiste. Donc moi, ça m'intéresse de savoir comment tu fais pour trouver une recette grand public populaire, sachant tout le background que tu as en fait. Bah déjà, depuis que je suis petit, je me suis rendu compte que en fait, ce qui va émouvoir le plus mon premier public, ma famille, c'était pas forcément les développements très complexes que je pouvais avoir dans le classique, que je trouvais sublime, mais qui demandaient pour pouvoir les apprécier, plusieurs écoutes, plusieurs étapes avant de vraiment rentrer dedans. Et moi je me suis dit non, en fait moi je veux me concentrer sur ce qui fait l'essence de ces émotions-là, de ce qui fait en fait les grands thèmes, ce qui fait qu'en fait on ne sort pas du sentiment. On reste juste dans un sentiment et on n'en bouge pas. Et donc en fait plus j'avance, plus pour l'instant ma patte a la tendance à s'épurer, à se simplifier. Et donc en fait le processus que j'ai fait, c'est que j'ai appris la plus grande complexité et après petit à petit et ben en fait j'ai lag et je sais pas jusqu'où ça va mener mais j'ai tendance à parfois je fais une improvisation qui est hyper virtuose et après coup en fait je la trouve intéressante mais elle me bouleverse pas et je suis plus bouleversé par un thème où j'ai été plus à l'essentiel. Donc de temps en temps, par exemple sur le morceau Corazon, il y a un moment donné qui est très technique mais j'espère que ce moment technique il se ressent pas particulièrement, j'espère qu'en fait il soutient juste l'aventure de ce morceau-là. Mais sinon en fait je trouve que l'humilité dans la musique de pas chercher à prouver, c'est ce qui fait les beaux morceaux. Est-ce que tu travailles encore beaucoup ton piano ? Est-ce que tu vois, t'es encore en train de bosser ? Oui et non. C'est que en fait je peux passer 8 heures, 10 heures à être juste à mon piano parce qu'en fait j'ai énormément de choses à lui raconter, même si j'ai rien à lui dire, bah j'y touche pas et je peux pas y toucher pendant un moment, pendant une semaine, 2 semaines et tant que en fait l'inspiration elle remonte pas complètement. Et après j'y vais comme
En fait, j'ai besoin d'être accro, j'ai besoin d'être addict, j'ai besoin d'y aller parce qu'en fait, je peux rien faire d'autre et que c'est ma seule préoccupation. Mais j'aime trop la vie aussi, donc du coup, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin d'aller chercher des choses humaines. Mon piano, il raconte du vécu, il raconte des expériences humaines, il raconte pas la musique. La musique, elle vient servir ça, elle raconte des vraies choses. Si je les vis pas, j'ai rien à raconter. En fait, elle n'a pas de frontières a priori. C'est du piano, c'est universel. Tu as commencé à te faire un public à l'international. Quelles sont tes envies de ce côté-là ? C'est de reproduire l'expérience qui s'est passée en France, partout dans le monde en fait, de rencontrer mon public. Donc là, j'ai commencé, je fais des tournées c'est déjà très 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 bien entamé. Les salles que j'ai la chance de pouvoir remplir en Europe, en Espagne, au Portugal, en Amérique latine, comme je vous le racontais, là où j'ai fait l'album, aux États-Unis, elles sont déjà très grandes, mais mon ambition elle est tellement haute que je veux continuer à développer ça. Et aussi parce qu'en fait, je suis tellement heureux de pouvoir attester sur Terre un parcours de vie sans frontières. C'est vraiment quelque chose qui pour moi m'anime beaucoup. Je suis content que dans mon public, vraiment il y a des gens de tous bords, de tous âges, de toute culture, et c'est quelque chose que j'ai l'impression que ça fait partie de ma mission de toujours aller à la rencontre de ce public-là, peu importe où il se trouve. Parfait, j'aime ça, j'aime cette phrase. Un monde sans frontières. Est-ce que, au-delà de la carrière solo que tu as là, que tu développes, évidemment en France, beaucoup d'auditeurs de rap te connaissent aussi pour tes collabs avec beaucoup de rappeurs. Est-ce que ça peut être une envie à l'international de collaborer avec des artistes internationaux ? Alors carrément, mais ce qui est intéressant, c'est que autant le rap a directement fait partie de mon ADN dès le début ici en France, parce que ça faisait partie de ma spécificité quand je suis arrivé dans ce milieu, dans le milieu de la musique, autant à l'international, j'arrive directement en tant que pianiste. Ouais. Et donc en fait, les collaborations, ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont arriver dans l'autre sens. Elles vont arriver après. Donc là, j'ai déjà une carrière très avancée avant d'avoir de travailler sur les collaborations. Mais bien sûr que ça fait partie de mes objectifs. J'imagine que tu as des petits rêves de collab quand même. J'ai des rêves de collab, mais tu vois, je cite souvent Rosalia parce qu'en fait, j'aime beaucoup sa manière d'avoir mélangé quelque chose de très moderne et quelque chose de très traditionnel, le flamenco. Flamenco, exact. Et je trouve qu'en fait, je me dis comment on arriverait à amener nos deux univers doubles, traditionnels, modernes, ensemble. C'est ça. Et ensuite, je rêve de grandes chanteuses. Il y a la chanteuse Céleste que je trouve exceptionnelle avec une voix extraordinaire. Tu vois, ce genre de voix qu'on a une fois toutes les décennies. C'est ce niveau de rareté là. Ouais. C'est ça que je cherche. Et Rosalia, on a eu la chance de la voir, Elena, cet été à Lollapalooza. C'est une des dernières grosses claques que moi je me suis pris sur scène notamment. Ouais, je comprends, mais non, c'est vrai. Incroyable. Ce qu'elle dégage, c'est fort, c'est très très fort. Alors là, on parle de différents univers musicaux. On sait que t'aimes aussi l'électro, le funk. Au passage, t'as fait un album commun avec un artiste que moi j'adore en plus d'Abel, le pape du funk français. Petit extrait quand même. Ça, c'était un extrait de ton projet avec Dabel, le morceau By My Side en feat avec Kunta. T'arrives, je trouve, à être très caméléon entre ça d'un côté, YG Pablo de l'autre, des rappeurs de plein de genres, tes projets solo. C'est encore une fois peut-être une question naïve, mais comment t'arrives à naviguer dans pas mal d'ambiances sonores comme ça différentes ? Déjà, merci d'avoir mis du respect sur mon gars Dabel, le roi de la funk incontesté. Vraiment, c'est mondial. Moi, j'ai eu la chance de m'entourer de lui pour pouvoir faire un album commun ensemble. Il est extraordinaire. Vraiment. Et c'est des gens qui se dévouent toute leur vie à la musique en fait. Et donc c'est vraiment fou. Et du coup, pour rebondir sur la vraie question, sur la capacité d'adaptation, je pense qu'en fait, ce que j'ai trouvé, c'est juste de partir de l'humain et d'être très 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 à l'écoute. Et au plus on est à l'écoute et au plus on trouve des choses, au plus on se découvre soi-même. J'ai la chance de faire des albums solo où je peux vraiment m'exprimer tout seul sans avoir aucun compte à rendre à qui que ce soit. Donc quand je collabore avec quelqu'un, mon objectif c'est vraiment d'amplifier au maximum ce que cette personne est. Et donc je suis vraiment tourné beaucoup vers l'autre. Et je pense que ça, les artistes avec qui je collabore le ressentent et se sentent enveloppés de ça.
Et c'est ce qui me permet de m'adapter dans beaucoup de situations. Ok. Il y a même un côté producteur même aussi quelque Bien part. sûr. Grave. Mais non, mais en fait, j'ai la chance de pouvoir basculer d'une casquette à l'autre. Ouais. Si je veux être plus en retrait, je peux être producteur. Si je veux rester front, je peux, comme Joss, tu vois, ce qu'il me donne comme place sur Vaccin. Il comprend qu'en fait, à ce moment-là, la prod elle est déjà faite. Il a posé son couplet. Et il me demande de poser le mien au piano. Ouais. Et en fait, ça a pas de prix en fait. Ouais. C'est d'être arrivé à un moment donné où des artistes que j'admire comprennent ce que je veux apporter et le soutiennent. Bah ça c'est tu vois, je me sens vraiment très honoré et I feel blessed, tu vois, de tout ça. Je comprends parce que je reviens de New York, donc Ça y est, lui. En juin dernier, Ismaël l'a évoqué, tu as sorti un projet commun du coup avec YG Pablo, Diamond Tears, et le fameux 22h22 où Jossman s'invite à vos côtés, qui m'a suivi vraiment tout l'été. On écoute un extrait. Parfois, dis-moi. Yeah. 22h22, j'écrase un joint de bœuf, je repense à toi, le sourire froid, je ressens les frissons, je ressens les froids. Alors, tu as expliqué comment on construisait un projet à deux. C'est quoi la plus grosse difficulté quand tu construis avec quelqu'un ? Le déclencheur, l'étincelle. Après, Ok. après on fonce. Il faut juste une étincelle. Là, on est tous les trois, Pablo, Joss, moi, on est autour d'un Rhodes. Je suis en train d'improviser dessus. Et puis d'un seul coup, Pablo il regarde son téléphone, il se dit « Ouais, dinguerie, regarde, il est 22h22 ». Et de là, paf, tout de suite, bah là, le début du couplet de Joss, c'est tout de suite la phrase qui lui est venue en tête. Et après, on a décliné ça. Et j'étais trop content à ce moment-là pour moi, les grands morceaux, c'est les morceaux qui captent quelque chose de réel. Tu vois, on dit 22h22, c'est l'heure des amoureux, 22h22, les heures miroirs, c'est quelque chose qui fascine beaucoup de gens. Et en fait, d'un seul coup, par un effet du sort, par un effet du hasard, on se retrouve à mettre la musique qui explique parfaitement ce phénomène-là. Et donc, quand ça nous arrive, bah après là, moi je suis le premier à être. Je suis autant acteur que spectateur en fait de ces moments-là. Ok. Ah vas-y, Ismaël, Ah bah, je t'en prie. ouais, Continue, moi je voulais j'enchaîne. savoir, je suis bluffée. Non mais justement, là-dessus peut-être tu t'es retrouvé en studio avec beaucoup de gens. Si tu devais repenser à un ou deux moments un peu magiques que tu as pu passer à côté d'autres artistes en studio, des moments d'étincelle comme ça qu'il y a pu avoir, tu repenseras à quoi ? Lélo, quand il est sorti du studio, on venait de faire la prise qui serait la prise définitive d'Une histoire étrange. Et il sort de là, il est bouleversé par l'émotion. Et le premier truc qu'il me dit, c'est « Tu vois, Sofiane, ce qu'on vient de vivre là, on le revivra plus jamais. Maintenant, ça nous appartient plus. » Et il était trop triste de ne pas pouvoir ressentir encore une fois l'émotion qu'il avait ressentie au moment où il avait vraiment libéré son âme sur ce sujet-là. Et j'ai trouvé ça c'est beau, magnifique en fait. T'imagines que tu viens de faire ton morceau et t'es déjà dans le spleen d'un moment qui vient de se passer. Ça, ce genre de moment, ça n'a pas de prix. Bah c'est... Ouais. Pleure pas, Ismaël, Non, ça va je aller. suis ému, là, je suis ému. Grâce à ta musique et ton succès, tu as accès à de nouveaux milieux, notamment la mode. Qu'est-ce que tu as découvert dans ces mondes-là, que ce soit la mode ou d'autres ? L'art de raconter des histoires qui font rêver, surtout dans la haute couture, surtout tu vois quand je collabore avec Vuitton et qui en fait la pub qu'on fait c'est comme un songe, ou Dior c'est pareil, il y a des choses où même pour vendre un produit on crée une expérience, et ça c'est quelque chose qui me fascine, parce qu'en fait je trouve que le positionnement haut de gamme, le positionnement du luxe, en fait, c'est un positionnement qui t'impose une discipline comme je l'ai dans mon art du piano. Et donc c'est quelque chose moi, qui m'inspire beaucoup, qui m'a inspiré avant de réussir et qui m'inspire encore plus maintenant que je travaille avec eux. Et qui te nourrit aussi un peu dans ta créativité peut-être ? Bah oui, parce qu'en fait, je peux découvrir une manière de se tenir, une manière de se comporter, ça peut être, tu vois, et il y a du spleen aussi moi je vois du spleen partout, je crois. Tu vois, genre même, tu vois, il y a des mannequins, dans leur manière de se tenir, dans leur manière d'avancer dans leur gestion des tenues, dans leur gestion de ce qu'elles incarnent, et ben des fois je trouve qu'en fait il y a un double volet, il y a quelque chose de très nostalgique aussi, en fait ça dure pendant un temps, et après c'est terminé, et après c'est reparti pour le contrat suivant, et après ça recommence, et il y a un côté éphémère aussi qui est bouleversant, et donc à chaque fois je suis inspiré par ces moments là, mais c'est vrai que plus on met du soin, plus on se met en scène, et plus on va dans le détail, et plus ça me fascine. C'est quoi la rencontre la plus folle que tu aies pu faire ces dernières années ? La plus folle,
Tiens, DJ et Joey Star, c'est une rencontre qui m'a vraiment marqué parce qu'en fait, même quand il arrive à Bercy, t'imagines, il arrive à Bercy en trottinette, normalement t'as pas le droit, il arrive mais c'est pas n'importe quelle trottinette, genre il a débridé, elle trace la trottinette. Et il crie, et à ce moment-là, on est en train de répéter, tout le monde est en train de charbonne, mais non, à ce moment-là, il veut me dire bonjour, et après il continue. Et lui, il m'a fait des scènes incroyables comme ça, tu vois, genre une fois, juste avant de monter sur scène ensemble. Je l'entends crier, je me dis mais qu'est-ce qui se passe, il y a une embrouille, je sais pas quoi. Et en fait non, c'est juste parce qu'on s'était pas hug avant de monter sur scène, okay. On s'était pas checké. Et c'était impossible qu'on aille sur scène avant de... Et en fait, c'est lui par exemple, tu vois, c'est quelqu'un qui m'a marqué. Parce qu'en fait, je peux t'en citer plein, mais tu vois, allez, on va dire aujourd'hui pour Move, on va dire DJ Joey Star. C'est bien. Très belle réponse, NTM qui a de nombreuses fois brûlé Bercy. Exactement. C'est le premier rappeur à faire Bercy. Il vient en invité surprise pour le premier pianiste qui fait Bercy. T'imagines la symbolique, et en plus on fait Metec. Non, c'est incroyable. On termine sur ça parce qu'il n'y a pas meilleure fin que ça. Sofiane, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était à la fois beau et inspirant tout ce que tu as pu dire, tout ce que tu as pu nous délivrer. Et c'est plein de sagesse et d'inspiration. Donc merci pour tout ça. Merci Elena, merci Ismaël. Avec grand plaisir. Noche, ton 3e album sera dispo ce vendredi. Donc que le meilleur pour cet album, pour la suite. Emmène-nous en Amérique latine, bordel. Allez, on y va. Franchement, comptez sur moi. On te suit.